Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours une joie de vous retrouver. Je vous salue au nom de toute l'équipe de Rivarol et d'Écrits de Paris. Et il me semble qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans l'actualité. On n'a que quelques minutes, donc on ne peut dire que quelques petites choses. Vous m'excuserez de ne pas pouvoir aborder toutes les questions. Vous savez que dans quelques semaines, nous allons commémorer le 100e anniversaire de l'abord de la fin de la guerre de 1914. Et on peut se demander si, d'une certaine manière, 1914, ça n'était pas déjà un peu la fin de la France. Vous savez que l'historien Jean de Villery a écrit un essai qui a beaucoup fait parler, qui a divisé nos milieux en son temps, et il développait dans ce livre très érudit l'idée selon laquelle la France, ou en tout cas une certaine idée de la France, était morte en 1914-18. Et il est vrai que quand on voit nos monuments aux morts dans les villes et les villages de France, où ce sont bien des noms à consonance française, bien de chez nous, qui sont morts au combat, eh bien, dans cette première guerre civile européenne effrayante, dont d'ailleurs les historiens s'interrogent encore pour connaître les raisons, les causes, qui sont multiples, mais dont on voit bien qu'elles ont eu pour conséquence la destruction non seulement de la France, mais de l'Europe, et j'allais dire que la Seconde Guerre mondiale, 30 ans plus tard, a parachevé en quelque sorte ce travail de sape, puisqu'on peut considérer avec le recul que 1944-1945, ça a véritablement été un désastre pour l'Europe. Il est certain que, quoi qu'on puisse penser des puissances de l'Axe, il est certain que leur défaite, objectivement, et plus on avance dans le temps, plus c'est une évidence aveuglante, sauf à être de mauvaise foi, eh bien, ça a été véritablement la défaite de la civilisation européenne, de la race blanche, et même de la religion chrétienne, parce que si les puissances de l'Axe avaient gagné la guerre, on n'aurait jamais eu le Vatican II et tous les désastres qui en sont issus, c'est bien évident, et on n'aurait jamais eu ce démocratisme qui a tout envahi et qui pourrit tout, qui pourrit la famille, qui pourrit la société, qui pourrit la nation, qui pourrit toutes les structures, jusque-là encore saines, non seulement de notre pays, mais des sociétés en général. Et par conséquent, on peut constater que plus les années passent, plus la situation s'aggrave dans tous les domaines. Je racontais souvent qu'il y a une trentaine d'années, vous trouviez sans problème à la FNAC un livre du professeur Forisson. C'est inimaginable aujourd'hui. Et même des magistrats devant la 17e chambre correctionnelle, où on est souvent conduit, surtout ces temps-ci, eh bien, reconnaissez, je leur ai fait reconnaître, je leur ai dit, mais des sketchs de Pierre Desproges à l'heure actuelle, très probablement qu'ils ne pourraient plus monter sur scène ou aller à la radio ou à la télévision pour pouvoir les exprimer. Ils ont reconnu. Ils ont dit oui, c'est vrai, et le substitut du procureur a dit effectivement, on peut penser qu'on ne pourrait plus. Le président de la LICRA, Alain Jakubowicz, a dit oui, effectivement, Desproges à l'heure actuelle ne pourrait plus écrire Les étrangers sont nuls, ne pourrait plus faire ses sketchs, ce hilarant, sur les Juifs avec la qualité de français qu'il possède. Et même un film aussi anodin que Les aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Funès poserait un problème certain, ils me l'ont dit eux-mêmes à la 17e chambre correctionnelle. C'est vous dire à quel point on ne cesse de régresser. Et je dois dire qu'en pleine affaire de Dieudonné, je m'étais dit on ne peut pas ne pas réagir, parce que le problème c'est que lorsqu'on est journaliste, on est toujours pris devant un dilemme. Pour éviter les procès, on fait l'autocensure, on se tait, mais se taisant, on finit par modérer son discours, par mentir par omission, par esquiver un certain nombre de choses importantes. Et d'un autre côté, il faut effectivement éviter un ton trop radical ou parfois un peu provocateur qui pourrait conduire à la ruine du journal. Et je dois dire que c'est extrêmement difficile, parce que l'expérience prouve qu'à force de renoncer à un certain nombre de combats, on finit par penser comme les autres, finalement, penser comme l'adversaire. Alors, j'avais dit, finalement, Annie Kriegel, une historienne juive, aujourd'hui décédée, brillante intellectuelle, qui écrivait à une époque, en page 2 du Figaro quotidien, avait évoqué dans les débats qui précédaient la loi Guesso, le vote de la loi Guesso, l'insupportable polyjuive de la pensée. Et je me suis dit, ce qu'on voyait dans l'affaire Dieudonné, c'en était une démonstration, si j'ose dire, accablante. Et même en le mettant entre guillemets, ça n'a pas empêché non seulement le parquet, mais un certain nombre d'associations de nous poursuivre et de nous demander des sommes colossales. Mais il me semble que dans un pays de liberté, eh bien, on doit pouvoir avoir une réflexion critique sur une communauté, sur un groupe de personnes ou sur le dirigeant d'un pays. Si on ne peut en dire que du bien,
ou si on doit se taire, c'est bien le propre de la tyrannie. Or, il est évident que, manifestement, il y a un certain nombre de groupes de personnes dont on ne peut dire que du bien, ou alors il faut se taire, y compris devant l'injustice, le mensonge, parce que quand même, cette affaire-là, c'était quand même quelque chose d'inouï. Le Conseil d'État a changé sa jurisprudence qui datait depuis plus d'un siècle, avec l'interdiction préventive d'un spectacle. De même qu'on sait depuis les Américains qu'il y a des guerres préventives contre les prétendues armes de destruction massive de Saddam Hussein. On voit d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui en Irak, le brillant résultat, certainement voulu d'ailleurs dans la stratégie du chaos au Proche-Orient. Eh bien là, dans cette affaire-là, c'est un magistrat tout seul du Conseil d'État, dont on a su d'ailleurs très vite que c'était encore l'arrière-petit-fils de Dreyfus, comme quoi c'est toujours la lutte des mêmes contre les mêmes, 100 ans plus tard. Eh bien, en quelque manière, ce n'est même pas le Conseil d'État en séance plénière qui a décidé de cette chose absolument inouïe, c'est un seul magistrat sur ordre de Valls, évidemment. Bon, eh bien, ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui n'était pas acceptable, et je considérais que c'était notre devoir, notre honneur, notre fierté de le dénoncer. Voilà. Parce que le propre d'un journaliste, ça doit être d'être impertinent face aux puissants. Or, il est évident que vous pouvez critiquer Hollande aujourd'hui, vous pouvez critiquer Valls, vous pouvez les critiquer même avec une certaine vigueur. Par contre, il y a un certain nombre de gens qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas même nommer, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Eh bien, moi, je me refuse de céder à ce terrorisme de la pensée. Voilà, parce que sinon, si on commence à s'agenouiller, à faire de l'aplaventrisme, comme le font, hélas, un certain nombre de mouvements de droite populistes en France et en Europe, eh bien, il n'y a pas de limite à l'abdication. Et il me semble que si on ne cesse de reculer, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'on abandonne un certain nombre de positions à l'ennemi. Alors même que la situation ne cesse de s'aggraver dans tous les domaines, sur le plan des déficits, de la dette, sur le plan de l'immigration. Les orateurs précédents en ont beaucoup parlé, vous avez de véritables enclaves étrangères en France, la montée de l'islam, la multiplication des mosquées, et la destruction de la famille, qui est une destruction sans précédent, méthodique, où il n'est plus question maintenant seulement de l'orientation sexuelle que l'on pourrait choisir, on n'en est même plus là, on en est à l'identité sexuelle que l'on peut changer soi-même, que l'on peut redéfinir à tout moment dans sa vie, et il faut savoir que dès le plus jeune âge maintenant, à travers la théorie du genre, à travers toute une série de nouvelles pédagogies, eh bien, on enseigne des choses absolument abominables à nos enfants. Et on imagine sur le psychisme ce que cela peut induire lorsqu'ils vont être amenés à grandir. Donc il y a véritablement une volonté de destruction qui est inouïe. Même le communisme en Union soviétique n'avait pas détruit la famille comme on est en train de la détruire dans nos pays d'Occident, avec d'ailleurs une volonté, parce que c'est pas simplement le Parti socialiste qui veut détruire ça. Il y a des instructions de l'ONU, d'un certain nombre d'organisations internationales, du Conseil de l'Europe. C'est la raison pour laquelle vous voyez émerger tout ça dans tous les pays, y compris chez nos voisins, etc., y compris en Amérique du Nord. Donc il y a une volonté d'en finir avec la famille, comme on a fini avec la nation, détruite d'une part par l'immigration, d'autre part par l'Europe de Bruxelles, et par la destruction des frontières, et d'autre part, destruction de l'armée, destruction de la religion, destruction des principes moraux les plus élémentaires et les plus fondamentaux. Et donc vous avez une société qui se détruit. Et je dois dire que quand on a des enfants, c'est mon cas, j'imagine que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, quand ils sont jeunes, parfois il y a de quoi avoir une certaine angoisse de se dire mais quel monde va-t-on leur laisser? Dans quel monde vont-ils vivre? Et donc c'est quelque chose qui est assez effrayant, et c'est la raison pour laquelle il faut se battre. Il faut se battre pour soi et pour nos descendants, et puis aussi pour ceux qui ont permis que la France soit le beau pays dans lequel nous sommes, les gens qui ont combattu au fil des siècles, et de ce point de vue-là, on n'a pas le droit de baisser les bras, me semble-t-il. Alors c'est la raison pour laquelle, très modestement, une fois par semaine, depuis plus de 60 ans maintenant, eh bien dans Rivarol, on essaye en quelque sorte de décrypter l'actualité, de débusquer le mensonge. Alors c'est sûr qu'on nous dit parfois, ce n'est pas faux, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles à donner. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle il y a une page parfois un peu plus gaie, un peu plus légère, que fait avec beaucoup de talent, je trouve, notre ami Robert Spiller, où on peut apprendre, et dire s'il est là, bien salut.
peut apprendre, par exemple, parfois des anecdotes assez croustilleuses. Par exemple, tout un symbole, le fait que le Doberman nazi de Jean-Marie Le Pen ait dévoré la chatte bengalaise de Marine. Bon, c'est inouï, ça. Si on avait voulu l'inventer, on n'aurait pas pu. Symboliquement, c'est très fort. Un psychanalyste pourrait en faire des tonnes là-dessus. D'ailleurs, elle est partie à la suite de ça, elle a déménagé à la Celle Saint-Cloud, mais symboliquement c'est très fort. Bon. Eh bien, donc toute une série de petites choses comme ça qui égayent un peu l'actualité, qui, sinon je dois le dire, est quand même quelque peu sinistre, mais il faut garder l'espérance. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que le système dans lequel nous sommes est totalement contre nature, et il n'est pas d'exemple historique où un système aussi contre nature puisse perdurer. À un moment donné, il finira par s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Et même si actuellement on a l'impression de vivre un petit peu la chute de l'Empire romain finalement. C'est une lente agonie, pénible, cruelle. Et le deuxième motif d'espérance, c'est que on peut penser, du moins si on est croyant, que la Providence veille sur tout et qu'il faut faire confiance en la Providence. J'ajoute cependant une réserve, c'est que un pays comme l'Afrique du Sud, qui a résisté avec beaucoup de courage pendant plus de 40 ans à l'isolement diplomatique, aux sanctions économiques et financières, qui avait, elle, une conscience raciale, eh bien, lorsque le nouveau régime est apparu en 1994, avec De Klerk, Mandela, etc., il n'y a pas eu de résistance finalement. Pourtant, il y avait des milices armées, pourtant, il y avait des forces parlementaires a priori beaucoup plus vigoureuses que celles qu'on a en France. Il n'est rien resté. Même Bernard Lugan, bon spécialiste de l'Afrique, pensait à l'époque, je relisais ces articles avec espoir à l'époque, où il pensait que, d'abord, le référendum n'aurait pas été forcément perdu, il a été perdu largement, que finalement il y aurait une réaction militaire, qu'on pourrait peut-être aller vers la partition, espoir qu'avaient eu les partisans de l'Algérie française à la fin de la guerre d'Algérie. Finalement, ça a été une défaite totale. Et je me dis, alors qu'en France, on n'a pas la conscience raciale qu'avaient les gens d'Afrique du Sud, que d'autre part, on n'a pas vécu dans l'hostilité générale, ça mène toujours une forme de force morale, de volonté très forte. Or, on ne vit pas ça depuis 30 ou 40 ans, on vit plutôt un effondrement général, lent. Eh bien, c'est sûr que ce sera très difficile. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas se battre, parce que l'avenir n'est écrit nulle part, et que de toute façon, quand bien même cette bataille serait perdue, il convient de la mener jusqu'au bout, pour l'honneur, pour nos enfants, et parce que le mensonge est absolument insupportable. Vous savez ce que disait Solzhenitsyn, la meilleure façon, et la façon la plus efficace de résister contre le communisme, c'est de refuser le mensonge, tant dans la vie sociale que dans la vie privée, parce que la vérité rend libre. Merci.